Salut les terriens! Salut les terriens! Bienvenue dans votre talk du samedi soir. Bonsoir. Avec nous ce soir, 3 terriens de choix. Michel Bernier. Michel Bernier, mesdames, messieurs, celle dont on dit que c'est pour elle que Paul McCartney a écrit Michel ma belle. On dit aussi qu'il se droguait beaucoup à l'époque. Je crois pas. Je crois qu'il avait du goût. Autre terrien invité ce soir, l'homme qui prédit tellement bien l'avenir qu'il sait déjà les questions que je vais lui poser. Jacques Attali. Et Thomas N'Gijol. Thomas N'Gijol, bonsoir. Bonsoir Thierry. Vous êtes ici ce soir pour nous parler de votre spectacle Thomas N'Gijol 2, disponible en DVD pour les lâches et sur scène au Châtelet du 16 au 19 février prochain. En P3, après le zapping et Stéphane Guillon, nous accueillerons notre terrienne du samedi 20h. Ce soir, Victoire Masson d'Auxerre, ex-mannequin vedette. Elle nous racontera comment elle est tombée dans l'anorexie, comment elle a failli mourir et comment elle s'en est sortie. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens et le groupe Les Créments de Fortune. Et maintenant, voici Tom Villa, mon stagiaire. J'ai mis cette chanson parce que tu ressembles un peu à David Bowie, jeune. C'est gentil. Tu devrais te maquiller le visage, te laisser pousser les cheveux. Ouais, le problème, c'est que si je me maquille, je vais ressembler à Dalida, donc ça va être Ah trop oui, lourd. alors arrête. Petit débrief de la semaine dernière, Thierry. Ouais. Sur Internet, les tweetos ont été très virulents avec vous. Eh oui. Parce que vous avez beaucoup critiqué François Hollande. Et Bah oui, franchement, je vous soutiens pas. Non, mais c'est vrai. Non, mais ça se fait pas. Il nous a prouvé quand même qu'il était capable... qui était capable de bien porter les fleurs, qui jouait très bien la tristesse. Voilà, si jamais en 2017, François Hollande n'y est pas réélu, on sait qu'il pourra bosser chez Interflora ou chez Rock Éclair, tout simplement. Non, c'est vrai. Thomas N'Gijol, on va pas faire les mythos, hein. Tu l'as fait pendant 2 ans au Grand Journal. Tu sais mieux que personne ce que je suis en train de vivre. Ça, je peux te le dire. Venir faire des vannes aux invités qui font la gueule, souvent. Non, mais c'est vrai, on l'a vu la semaine dernière avec Rachida Dati. Bon, en même temps, c'était pas évident de savoir quand elle était contente ou quand elle faisait la gueule. Ça a commencé par le Jamel Comedy Club avec Fabrice Eboué, c'est quand même vous qui vous en êtes le mieux sorti. C'est vrai, sincèrement, tu crois que Claudia Tagbo, ça l'a fait marrer de faire le décor penché chez Arthur? Il faut bien bouffer, c'est normal. Alors, en tout cas, Thomas N'Gijol, aujourd'hui, on sent que c'est un homme plus mûr, plus posé. C'est vrai, alors je ne sais pas si c'est le fait d'être papa ou d'être blindé, mais on sent qu'il est bien dans sa tête. Non, mais c'est vrai. Mais Thomas, c'est aussi le cinéma. Casse Départ, Le Crocodile du Botswana, Fast Life. Alors, dedans, il joue un esclave, un dictateur africain, un champion d'athlétisme. Bravo les clichés, que des rôles de noir. Et le pire, c'est que c'est lui qui écrit ses films. Donc, tout simplement, voilà, le prochain film, si tu joues en éboueur, je te jure, je t'envoie SOS Racisme au cul, tout simplement. Enfin, Michel Bernier, vous avez fait vos premiers pas avec Mimi Mati et Isabelle Le Breton, hein, dans le Petit Théâtre de Bouvard. Alors pour les plus jeunes qui nous regardent, le Petit Théâtre de Bouvard, c'était un peu l'ancêtre du Jamel Comedy Club. Voilà, donc tu sais ce que ça veut dire, Thomas. Peut-être que dans 20 ans, toi aussi, tu joueras un ange qui claque des doigts sur TF1. Mais non, mais c'est au Petit Théâtre de Bouvard que vous avez rencontré la gloire, et puis aussi le papa de vos enfants, Bruno Gassio. C'est vrai que c'est souvent sur le lieu de travail qu'on rencontre l'amour. Hein, Me regardez pas comme ça, Non. En plus, je déteste les mon chéri que vous m'avez livrés, franchement. Jacques Attali, voilà, le plus déconneur des 3 ce soir. Jacques, tu lui laisses la parole 5 minutes, il te sort connerie sur connerie. Non mais c'est vrai, Patrick Sébastien, à côté, c'est un petit chanteur à la croix de bois. Polytechnique, École des Mines, Sciences Po, l'ENA, tout ça pour finir la plupart du temps sur BFM TV, c'est con quand même. Jacques, alors c'est vrai que Jacques, à chaque fois que vous êtes invité sur un plateau télé, on vous demande de faire des prédictions. Hein. Tu fais économie, ce que vous auriez dû faire, c'est voyante. Hein. Jacques, tu lui files, je sais pas, un voile, des boucles d'oreilles, un jeu de tarot, une caravane au bois de Boulogne, et puis voilà, vous auriez gagné plus d'argent.
Mesdames et messieurs, je suis ici pour vous poser les questions trop cons que Thierry Ardisson n'a pas voulu vous poser. Michel Bernier. Alors, plus jeune, vous avez démarré, je l'ai dit, avec Mimi Mati. Ça vous fait quoi qu'aujourd'hui, ça soit elle qui vous regarde de haut? Thierry, franchement, je trouve ça dégueulasse. Je peux pas... Thomas N'Gijol, votre compagne Carole Rocher, c'est aussi votre metteur en scène. Est-ce que du coup, vous arrivez à faire la différence quand vous couchez pour le plaisir ou quand vous couchez pour le boulot? Comme dit Michel dans son livre, coucher pour réussir, du moment qu'on réussit. Et pour terminer, Jacques Attali, vous avez un frère jumeau, Bernard Attali. Mais contrairement au frère Bogdanov, vous avez décidé de ne pas faire carrière avec lui. Il est si moche que ça. C'était Tom Villa, notre stagiaire. On se retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, au théâtre Apollo, voilà. Alors, elle triomphe sur scène. Elle cartonne à la télé. Elle est au top. C'est Michel Bernier. Ça va, Michel? Ah, j'aurais adoré être Tina Turner comme métier. Ça moi aussi. Oui, oh là là. Alors, vous triomphez évidemment sur scène avec votre ami Diffenthal dans la pièce de Laurent Ruquier, Je préfère qu'on reste amis. Et vous allez jouer avec Frédéric à l'Olympia les 19 et 20 janvier prochains. Les dernières, oui. Ouais. Première fois qu'une pièce se joue à l'Olympia. Ouais, c'est drôle. Oh, c'est incroyable. Alors, quand la pièce a été diffusée sur France 2, elle a fait 4,8 millions de téléspectateurs. Je crois même un peu plus. Après, avec les replays, on va dire. 5,1. Voilà. Oui. Alors, le pitch est dans le titre. L'amitié est un concept pour justifier qu'on ne veuille pas coucher avec quelqu'un, en gros. Bon, on veut pas coucher avec tous ses amis, quand même. Non, là, c'est une amitié, je dirais, elle l'aime depuis le début, en fait. Ouais. Et elle n'a jamais osé lui dire. Et bien souvent, on attend de l'autre qu'il fasse les premiers pas. Et puis, c'est pas des premiers pas, c'est de l'amitié qui s'installe. Sauf que elle en peut plus, quoi. Ouais. Et ce jour-là, elle décide de lui dire qu'elle l'aime, en se disant, bah, vu le temps qu'on passe ensemble et comme on est heureux ensemble, il va me dire, bah oui, moi aussi, je t'aime. Et en fait, il lui dit, non, non, je préfère qu'on reste amis. Alors, Michel, à part ça, vous cartonnez à la télé avec La Stagiaire sur France 3. Oui. 3,6 millions. On compte qu'en millions, oui. 3,6 millions mardi. Alors, c'est le grand retour. Le pilote avait déjà très, très bien marché. Ah oui, oui. Il avait fait 4-8, le pilote. On parle que de chiffres ici. Je vois ça. Hein? Non, mais c'est un monde où on parle que de ça. Je suis désolée. Bah oui, c'est vrai que c'est devenu comme ça. Oui. Alors, vous assistez Arié Elmaleh, qui est juge d'instruction. C'est cool. Vous allez peut-être faire le Derrick des années 2000. Je sais pas, non, mais c'est... Quoi? Non, il faut pas croire. Non, n'ayez pas d'a priori. C'est une bonne série moderne, puisque c'est une femme qui a passé la cinquantaine largement et qui change de vie. Donc, en sachant qu'aujourd'hui, on a une espérance de vie beaucoup plus longue, on va nous coller à la retraite à 50, 60 ans, 63 ans. Ouais. Qu'est-ce qu'on fout jusqu'à 120 ans? Ouais. On va pas faire que regarder Question pour un champion. Ouais. On peut aussi tomber amoureux, changer de vie, voyager, on peut faire plein de trucs, faire un autre métier, vivre des passions qu'on n'a pas eu le temps de vivre. Alors il y a un truc que je trouve dingue quand même, c'est que ça vous rende malheureuse de ne pas faire partie de la troupe des enfoirés. Qu'est-ce qui vous manque? Oh, mais ça y est, ça m'est passé, ah bah ça, ouais, hein. Ce qui vous manque, c'est quoi? De ne pas massacrer Satisfaction avec Mimi Mati? Oui, non. En fait, en tant que fille de professeur Choron, j'ai vu la naissance des Restos du Cœur avec Coluche. Ouais. Coluche, il lance les restos avec les gens, les copains qu'il a. C'est-à-dire que pour lui, c'est pas... il se dit pas c'est plus important un tel ou bidule. Et à chaque fois, je me suis dit, c'est bizarre parce que j'ai comme l'impression que je faisais partie un peu, entre guillemets, par rapport au fait que mon père était dans l'histoire et que je n'y suis pas. Mais en même temps, c'est une réaction comme ça, mais c'est pas très grave. De toute façon, ils m'ont pas appelé, ils m'appellent Mimi non Mati, plus. Vous étiez ensemble. Elle est bien, cette C'était une fille avec Isabelle de Botton. Voilà.
On était avec Isabelle et Mimi. Mais le photographe n'avait pas de grand angle. Voilà. On est désolé. Non, voilà. mais je pense que c'est le cadre qui... Mais attendez, est-ce que Mimi pourrait pas intercéder pour vous? Mais je crois que... Je pense qu'elle l'a fait. Ouais. Mais je pense qu'il y a d'autres sphères, des nébuleuses auxquelles je ne comprends rien. Et puis voilà, c'est comme ça. C'est pas très grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Il y a un truc qui est grave. C'est quoi? Les attentats. Oui, ça c'est grave. Alors vous êtes la fille, évidemment, du professeur Choron, fondateur d'Harakiri et de Charlie Hebdo. Il aurait dit quoi, votre papa, en voyant la messe à Notre-Dame de Paris, Je n'ai en voyant pensé la qu'à Légion ça. d'honneur, en voyant Johnny Hallyday, alors que Cabu détestait Johnny Oui. Hallyday? Il aurait dit quoi, votre père? Ah non, mais mon père, Ouais. mais je pense qu'il... Il aurait été fou. Ah, mais il était fou. Ouais. Surtout qu'il était un mécréant total et un athée pur et dur. Ouais. Et là, quand j'ai vu tout ça, je pensais à lui, je disais, papa, mais tu te rends compte ce qui se passe aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que toi qui as été malmené, rejeté, tous ces procès, toutes ces... Enfin, vraiment, par toutes les associations catholiques, de tous les bords et de tous les genres et de tous les sens. Et là, tout d'un coup, je suis Charlie, quoi, même le pape. Et je disais, en fait, je pensais à papa et je me dis, mais il rigolerait et qu'est-ce qu'on se serait bourré la gueule, quoi. Voilà. Alors, question mec, tout va bien. Hein. Oh oui, oh là. J'ai vu la photo J'en ai trop. sur Facebook. Ah, on est bien tous les deux là, hein. Je dois dire, alors. Hein? Mais en même temps, vous avez dit une phrase que j'aime beaucoup. Le bonheur n'est jamais complet. C'est une éponge douce avec toujours un côté qui gratte. C'est vrai. Là, le côté qui gratte, c'est que j'ai plus de nouvelles, quoi. Voilà, c'était la paire de SNT. On se retrouve sur Terre après la pub. À tout de suite. Rebonsoir les terriennes, rebonsoir les terriens. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Michel Bernier, de Jacques Attali et de Thomas N'Djijol. Michel, Oui. on l'a dit souvent, vous êtes formidable sur scène. Jusqu'au jour où vous aurez une extinction de voix. C'est ce soir. Ah, c'est... Vous avez ici la cortisone, vous verrez. Rien à faire. On va essayer. Que pensez-vous de l'état de la France actuellement, Michel? Ah, oui, d'accord, oui. Oui, d'accord. Que pensez-vous de vous? Et que pensez-vous de moi? Que pensez-vous d'avoir 60 ans bientôt, Michel? C'est pas vrai. Que pensez-vous de votre vie sexuelle? C'est ce soir. Elle a retrouvé la voix. Que pensez-vous de Bruno Gassio? Oui, ça va toujours avec Bruno, oui. Et de votre mec actuel, vous en pensez quoi? Il est cher. Que pensez-vous de François Hollande? Ah oui, je dois dire, oui. C'est un peu comme l'état de la France, oui, c'est un peu le même genre de... Et de Nicolas Sarkozy? Ah, c'est carrément pas une extinction de voix, Michel. C'est pas une extinction de voix, c'est Alzheimer, là. Et que pensez-vous de la vie en général, Michel? Ah. Jacques Attali, rebonsoir. Bon, Jacques, avant de commencer, on se répartit les rôles, on fait comme d'hab. Vous dites des trucs intelligents et moi je dis des grosses conneries, d'accord? Alors, en 1979, dans l'émission Temps X des frères Bogdanov, vous aviez prévu une machine
qu'on mettrait au poignet pour faire son jogging et qui sonnerait si on fait trop d'efforts. En fait, vous aviez inventé l'iWatch. Oui, ça fait partie des choses qui se voyaient à l'époque. Comme à la même époque, j'avais vu, mais je n'étais pas le seul, l'arrivée du téléphone mobile, de l'ordinateur portable, des prothèses, de toute une série de choses qui étaient déjà dans... Les voitures auto-guidées, l'amour collaboratif. Alors ça, c'est quoi l'amour collaboratif? Non, parce que... Je vois que vous voulez venir. J'ai expliqué qu'en toute logique, sans pour autant dire que c'est ce que je souhaite pour ma part, nous allons passer d'une société d'amour successif, transparent, et d'amour simultané, masqué, à des amours simultanés, transparents. Waouh! Tant pour les hommes que pour les femmes. C'est ce que j'ai appelé le polyamour et qui, à mon avis, sera là dans un siècle qui est aujourd'hui aussi scandaleux que l'était il y a un siècle l'homosexualité. Ouais, mais ça commence quand même. Hein. Alors ça vient d'où? C'est-à-dire qu'à l'époque, vous étiez conseiller spécial de François Mitterrand. C'était même avant. Vous avez connu Elisabeth Tessier. Et c'est elle qui vous a filé le truc, non? Non. J'ai récemment écrit un livre pour expliquer comment je prévois. Donc, pas du tout avec les étoiles. Alors, des fois, vous vous trompez. Hein. Ah, évidemment. Donnez-nous une erreur de Jacques Attali. Parce que... En 1988, j'avais dit qu'il était vraisemblable que le Japon devienne la première puissance mondiale après les États-Unis. Et là, je me suis trompé. Comme disait Pierre Dac, les prévisions sont difficiles, surtout quand elles concernent l'avenir. Alors, dans les rapports que vous livrez comme ça aux présidents successifs... À leur demande. Oui. Beaucoup de vos idées sont retenues, d'autres ne sont pas retenues, d'où l'idée de ne pas exclure de vous présenter en 2017 au présidentiel si personne ne porte vos idées. Vous avez déclaré « Je pense humblement que je saurais exercer le métier de président de la République ». Est-ce qu'on peut penser ça humblement? Je pense que oui. Pour moi, le plus important, c'est le programme. C'est ce qu'on va faire. Donc, je voudrais, au cours de 2016, mettre, pas tout seul, avec un grand nombre de gens qui travaillent avec moi, et les Français tous ensemble, puisque nous avons créé un site collaboratif où presque 10 000 personnes déjà ont apporté des idées formidables, et nous rendrons public ce programme dans 2 mois. Je voudrais que 2016 soit occupé non pas à savoir si ce monsieur machin ou madame truc qui va être candidat, mais à savoir ce qu'il ferait lorsqu'il serait élu. Alors, est-ce que ce humblement a du sens? Je voudrais juste rappeler que j'ai été dans le bureau d'à côté du président de la République pendant un peu plus de 10 ans, c'est-à-dire plus longtemps qu'aucun président de la République ne le sera jamais maintenant, puisque les mandats sont réservés à 5 ans. Et je crois en effet que je saurais faire ce métier. Maintenant, honnêtement, je pense que je ne serai jamais en situation de pouvoir être un candidat crédible, donc je ne vais pas courir le ridicule de faire 0,5% des voix. Donc je vais essayer de porter des idées dans l'intérêt du pays. Point. Alors, il y a quelqu'un que vous avez présenté à François Hollande, comme vous aviez présenté d'ailleurs François Hollande à François Mitterrand, c'est Emmanuel Macron. Est-ce qu'il peut incarner vos idées, Macron? C'est pas mon objet. Encore une fois, je ne suis pas le poisson pilote de qui que ce soit. Vraiment, on voudrait travailler dans l'intérêt du pays. C'est important de savoir qui portera le projet. Mais d'abord, ce qui est important, c'est le projet. En fait, je rêve d'un système électoral où on voterait au premier tour sur un projet et au deuxième tour sur une personne. Ça s'appelle Jean-François Copé, je veux dire. Ça pourrait être vous, ça pourrait être... Non, pas MC Jeune, non. C'est pas le sujet. Si j'étais président de la République, jamais plus un enfant n'aurait de pensée triste. Bien, maintenant, on va faire une interview. Vous, président. Ah oui. Vous, président, est-ce que vous vous raseriez? Vous, président, est-ce que vous composeriez un gouvernement d'union nationale? J'essaierai sûrement. Avec un gouvernement, il y aurait seulement 14 ou 15 ministres, pas plus. Ah ouais. Et j'annoncerai que je resterai qu'un seul mandat. Vous, président, est-ce que vous auriez un labrador? Non. Vous, président, que feriez-vous pour que la France retrouve de la croissance? L'important, c'est d'avoir un projet à 20 ans. Ouais. Tant pour nos vies personnelles que pour un pays, il faut retrouver une certaine fierté et un projet à 20 ans pour les jeunes qui ont 20 ans, pour qu'ils aient le sentiment que dans 20 ans, ils ont toute leur place dans ce pays. Autrement dit, je parlerai de la France 2035. Vous, président, est-ce que vous dépénaliseriez le cannabis? Si on m'apporte la preuve que ce que le cannabis entraîne comme conséquence sur le cerveau n'est pas irréversible, oui. Mais pour l'instant, je n'ai pas cette preuve. Ah ouais. Pour moi, tout doit être autorisé si ça n'a pas de conséquences irréversibles. Si ça a des conséquences irréversibles, non.
Je sais pas, vous pensez que j'ai des conséquences irréversibles? Je me demande des fois. Vous êtes peut-être une exception. Mon fils m'a dit, si tu fumais pas des pétards, tu serais président de la République. Donc, vous avez bien fait de fumer du pétard. C'est marrant, les gosses. Ils veulent pas fumer. Elle fume, ta fille? Ouais. Moi, mes enfants, ils veulent pas fumer. Bon. Vous, président, est-ce que vous dépenseriez 1 milliard de l'argent des contribuables pour inverser la courbe du chômage en passant les chômeurs de la catégorie A à la catégorie D? Alors, ça, c'est une façon polémique et malhonnête de présenter ce qui va être fait, ou ce qui pourrait être fait. Parce que c'est d'abord quelque chose que moi, je propose depuis très très longtemps. Ouais. C'est de considérer qu'un chômeur doit se former. Et qu'une personne en formation n'est pas chômeur. Parce que se former, c'est un travail. C'est pas du maquillage de Il y a statistiques. déjà 36 milliards d'euros qui sont pour la formation. Ces 36 milliards sont professionnelle. gaspillés. C'est Gaspillé, gaspillé. d'accord, ben voilà. Il faut donc prendre à l'intérieur de ces Voilà, 36 ben milliards, voilà. évidemment qu'ils ont 34 en fait, mais à l'intérieur de ces 34 milliards, l'argent nécessaire pour former les ben chômeurs. voilà. Or, ces 34 milliards sont gaspillés. Pourquoi? Parce qu'ils sont gérés par la collusion du patronat et des syndicats qui les utilisent dans leur intérêt personnel. Et les syndicats ni le patronat n'ont aucun intérêt à s'occuper des chômeurs parce qu'ils ne font pas partie de leur Et voilà. circonscription électorale. Merci. Ah. Vous, président, est-ce que vous vous teindriez les cheveux? Non. Rien de tout ça, je n'ai Je jamais... trouve ça ridicule que François Hollande se teigne les cheveux. Non, mais on peut se teindre les cheveux d'une façon habile. Vous, président, est-ce que vous mettriez fin à la Ve République? Je ferai quelques changements. Premièrement, mandat de 7 ans non renouvelable. Président de la République non rémunéré. Il a assez de train de vie avec le train de vie de l'État. Réduire le nombre de députés de 500 à 200. Réduire le nombre de sénateurs à 50. Réduire le nombre de collectivités locales à 6 000 au lieu de 36 000. Une fois ça, on appellera ça 18e République, peu importe, mais on aura un système de D'accord. marche. Vous, président, comment éviteriez-vous qu'après vous, ça soit Marine Le Pen? C'est une bonne question. Je suis convaincu que ce n'est pas en reprenant à son compte les idées du Front National qu'on le fera disparaître. Oui. Ce n'est pas en inscrivant dans la Constitution des idées d'extrême droite qu'on fera reculer l'extrême droite. Vous, président, est-ce que vous mettriez fin aux 35 heures? Cette question des 35 heures est absurde parce qu'en réalité, les gens travaillent beaucoup plus, non seulement ceux qui travaillent par passion, comme tous ceux qui sont autour de cette table, mais tout le monde travaille plus. En réalité, 35 heures, ça veut dire qu'au-delà de 35 heures, on est payé plus cher. Ah, ça, c'est bien. Donc, mettre fin aux 35 heures, c'est réduire les salaires. Puisque ça veut dire qu'entre 35 et 39 heures, on ne serait plus payé avec des heures supplémentaires. Donc je suis contre la suppression de la durée du travail à 35 heures, même si je suis pour qu'on puisse travailler beaucoup plus. Vous, président, est-ce que vous dragueriez des actrices? Faut-il être président pour ça? Vous, président, est-ce que la France serait sauvée? La France peut être sauvée que par le désir et la volonté de chacun de ceux qui l'habitent. Vous, président, est-ce que vous seriez heureux? C'est pas mon sujet. Dans ma vie, ça n'a jamais été mon projet que d'être heureux. Ça a été toujours mon projet de trouver les conditions d'être utile. Vraiment, profondément, c'est ça. Vous êtes heureux quand même? Accessoirement, oui. Jacques Attali, dernier livre paru. Peut-on prévoir l'avenir chez Fayard? Thomas Gijol, bonsoir. Ça va? Bah ouais, ça va Alors, bien. vous plaignez parfois de la promo. Vous parlez, par exemple, de la sortie du film Le Crocodile du Botswana en pleine affaire Dieudonné. Les journalistes étaient seulement intéressés par votre avis sur la question et vous disiez, évidemment, tu condamnes. Oui, non, ils essayaient d'orienter de façon... Ils parlaient pas du film, ils parlaient de ça. Non, non. Mais souvent, il y a souvent des fois des petites prises d'otages comme ça, médiatiques, parce que je suis victime de ma gueule, en fait, sans le vouloir. C'est qu'il y a tellement de peu de diversité que des fois, quand il y a un noir ou un arabe qui se comporte bizarrement par rapport à certaines choses, on te ramène à ça. En plus, ce que vous dites, c'est vrai. On ne demanderait jamais à un blanc ce qu'il pense de Jean Rocasse au Front National, par exemple. Voilà, exactement. Ils ne justifient pas ça. Tu vois, le nombre de blancs connards, tu n'as pas à te justifier auprès d'eux, tu vois. Et puis, il y a aussi 80% de votre public qui aime bien Dieudo, non? Qui aime bien Dieudo, qui aime bien Franck Dubos, qui aime bien Gad Elmaleh.
les gens aiment l'humour de façon large, donc il n'y a pas de sondage qui prouve que si tu ris à Dieudonné, tu vas pas rire à Thomas Hedisol. Là, aujourd'hui, on peut parler du PSG. Ah, bah complètement. PSG, vous étiez un supporter avant le Qatar. Hein. Moi, je l'ai souffert, voilà, exactement. J'ai souffert, c'est le cas de le dire. Je me suis fait poursuivre par des skins à l'époque au Parc des Princes. Je me suis tapé Enrico Macias à la Corbeille. J'ai le droit d'avoir ma place en VIP maintenant. Vraiment, je l'ai donné pour ce club. Aujourd'hui, l'héroïsme, c'est soutenir l'OM. Hein. Ouais. C'est clair. Hein. C'est la vraie souffrance. C'est la bouillabaisse, on peut le dire. Il déguste. Alors, la pire angoisse pour quelqu'un comme vous, effectivement, c'est d'aller au parc, d'être pris en photo avec Sarkozy. Quoi. Regardez. Voilà. Ah, elle est bien celle-là. C'est emmerdant. Oh putain. Remarquez, on a la même avec Hollande. Ah bah c'est pire là. Vous, c'est avec Bruel alors. Ça va là. Bah tu vois la gueule que... Non mais t'as vu la gueule que je tire. Non mais on s'en... Alors, il y a une photo avec Cavani. Alors là, c'est bien. Parce que là, il vous raconte le jour où il a raté le ballon, il a tué une taupe. Exactement. C'est Cavani, ça lui arrive assez souvent. Mon grand ami Edison. Alors, au stade, vous êtes bien placé, c'est normal, vous avez un succès fou. Vous devez faire 8 mois au Déjazé. Ça le compte tous les soirs. Un vrai carton, quoi. On regarde à quoi ça ressemble. En 2002, Le Pen était passé donc au deuxième tour des élections présidentielles. Le Pen, Jean-Marie, il faut le préciser pour les petits jeunes. Parce que pour vous, les jeunes, là, aujourd'hui, Le Pen, c'est Marine. Et pour vos enfants, ça sera Marion Maréchal. J'ai l'impression qu'ils deviennent de plus en plus beaux avec le temps, quand même. Je te jure, j'ai l'impression que la prochaine Le Pen, ça va être une bombasse. Ça va être là, oui, je pense que l'immigration est le fruit des problèmes de la France. Et tu vas être là, ouais, grave. Ah ouais. Ah, je suis d'accord qu'ils rentrent chez eux, là, ça va maintenant. Ah ouais, elle est tellement bonne, mon frère. C'est vrai que les Le Pen, ils deviennent de plus en plus beaux. Ouais, c'est vrai. Ben, aujourd'hui, on est en pleine période de communication. Donc, Marion Maréchal, c'est une arme terrible. Alors, la mise en scène de votre spectacle, c'est Carole Rocher, qui est la mère de votre fille. Est-ce qu'elle vous met en scène à la maison? Est-ce qu'elle vous demande de ranger vos affaires? Oui, il y a des choses comme ça, oui. Des fois, moi aussi, je fais plus des fois aussi la mise en scène à la maison. La vaisselle, par exemple, c'est partagé? Il y a la vaisselle aussi. Parce que on a tendance à l'oublier, on est en 2016. Je ne sais pas comment ça se passe chez toi, mais nous, on en a. Alors, représentation exceptionnelle du 16 au 19 février au Théâtre du Châtelet, de votre spectacle, et en direct sur Canal+, donc absolument. À 20h55. Pour les abonnés, il faut vous abonner, c'est comme ça. Alors le DVD, vous pouvez l'acheter, je vous le dis, moi je l'ai vu. Pour les lâches. Ah ouais, pour les lâches. Je l'ai dit. Les autres, ils vont au spectacle. Mais c'est un travail très sérieux. Et vous faites de l'humour sérieusement, vous? Non, c'est pas que je fais de l'humour sérieusement. Bon, déjà, c'est mon travail, donc c'est mon gagne-pain. Donc je me donne de la peine pour être quand même à un certain niveau. On peut pas faire n'importe quoi. Non, vous êtes quand même sérieux. Vous dites, quand on s'embrouille avec Carole, elle me traite de comique et ça fait mal. Bah oui, c'est le talon d'Achille. Elle te dit comique. Ouais, elle me l'a dit une fois comique. Et la première fois qu'elle me l'a dit, je savais plus quoi dire. J'avais merde. Ouais, bah oui, je suis comique, ouais. Bah c'est assez, je sais pas, j'ai été dévalorisé à ce moment-là. Parce que c'est vrai qu'elle est dans le cinéma d'auteur et tout, et là, à ce moment-là, je me suis senti comme une merde, c'est vrai. ça arrive, mais bon, ça arrivait qu'une fois. Je me suis demandé à quoi était dû ce côté sérieux. Alors, faut dire, vous avez un père qui est docteur en sociologie, une mère infirmière. Ça rigole pas. Non, ça n'a jamais rigolé à la maison. Ça, je me doute bien. Et j'ai un grand frère qui est maître de conférence à la Sorbonne. Ah ouais, d'accord. Donc, non, à la maison, c'était un peu chiant, même. Il y a peut-être ça, il y a le fait d'être papa, quand même, c'est une responsabilité. Aussi, bien sûr. Il y a aussi le fait que vous êtes catholique. Parce que les cathos, quand même, le logo, c'est un mec crucifié, quoi. C'est pas super drôle, quoi. C'est vrai que c'est pas super drôle. Non, mais ça a un tout petit peu agi. Ça m'a beaucoup coincé. Maintenant, je suis catholique libéral. Oui, c'est ça. On est d'accord, là. Et alors, il y a autre chose, quand même, qui est beaucoup plus grave. C'est que vous avez tendance à voir des racistes partout. Vous dites, aujourd'hui, on ne dit plus « casse-toi, sale noire », parce que ça se fait pas. Mais quand je vais voir un concert, mettons, de Jay-Z avec un mec, il va voir le même concert que moi,
mais il me regarde et je sais qu'il m'aime pas. C'est de la parano, ça. Vous pensez que tous les Blancs sont racistes, quand même? Non, non, c'est pas du tout ça. C'est simplement que je me suis rendu compte que le racisme n'est plus vulgaire. Les mecs qui sont racistes, ils viennent pas frontalement te voir. Des fois, tu peux avoir des mecs qui te ressemblent, qui ont des délires comme toi, mais qui ne peuvent pas te saquer profondément. Ouais. Voilà, c'est pas du tout un truc de dire que tous les Blancs Vous en sont faites racistes. pas une généralité, rassurez-moi. Moi, jamais de la vie, sinon je me serais barré. T'as vu l'émission qui est autour de moi? Mais non, ça va pas. On passe maintenant au dossier de la semaine avec Désintox. Et c'est Pierre Servant, colonel de réserve. Ah bah ça, c'est fais gaffe, bon, mon pote, ouais. que nous accueillerons sur ce plateau après le magnéto. Désintox de ce soir, la Troisième Guerre mondiale. On nous cache tout, on nous dit rien. La Troisième Guerre mondiale, tout le monde sait très bien comment ça va se terminer. Ce qui est plus difficile, c'est de prévoir comment ça va commencer. Parce que déclencher une guerre mondiale, c'est pas si compliqué. Il suffit d'un baril de poudre et d'une allumette. En juin 1914, par exemple, le baril de poudre, c'était la situation dans les Balkans. Et l'allumette, ce fut le coup de feu tiré contre l'archiduc Franz Ferdinand à Sarajevo. Un mois plus tard, l'Allemagne déclarait la guerre à la France. 2 mois plus tard, 200 000 soldats français étaient tués dans la Marne. En ce début 2016, le gros baril de poudre, c'est bien sûr la Syrie. D'un côté, on a une coalition internationale qui regroupe une quarantaine de pays. De l'autre, Daesh qui rassemble 80 nationalités parmi ses combattants. Comme le souligne Pierre Servant dans son livre, c'est à se demander si la Troisième Guerre mondiale n'a pas déjà commencé. Reste à savoir qui aurait intérêt à provoquer l'étincelle. Eh ben, l'Arabie Saoudite ou la Russie par exemple, car voilà 2 pays qui sont de gros producteurs de pétrole. Or, depuis 18 mois, le prix du baril a été divisé par 3. Résultat, c'est une catastrophe économique pour la Russie dont le PIB a chuté d'environ 4% en 2015, et pareil en Arabie Saoudite où le déficit budgétaire représente aujourd'hui 20% du PIB. Or, la dynastie saoudienne a besoin d'argent pour acheter la paix sociale et se maintenir au pouvoir. Ah, ça c'est cher, fils. Résultat, si la tension monte au Moyen-Orient et que les puits de pétrole de la région sont menacés, ça pourrait faire grimper en flèche le prix du baril, ce qui serait tout bénef pour les Russes et les Saoudiens. Dans le fond, rien de tel qu'une bonne guerre pour faire redémarrer l'économie. Y'a qu'à voir chez nous. Après la Seconde Guerre mondiale, la France a connu les 30 glorieuses, 30 années de croissance ininterrompue, pas de chômage et le pouvoir d'achat qui augmente chaque année. La 4 chevaux Renault. Voulez-vous monter? Le bonheur. Alors si tout le monde a intérêt à ce que la guerre éclate, eh bien, on voit mal comment on pourrait y échapper. On nous dit rien. Voilà, c'était Désintox, signé Blaco, mise en image de Julien Grappe. Servant, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes colonel de réserve et vous publiez chez Robert Laffont Extension du domaine de la guerre. Bienvenue parmi nous, Pierre. Alors, mon colonel, je peux vous appeler mon colonel? Écoutez, oui, c'est un peu formel, je ne suis pas en tenue militaire. Non, mais j'aime bien vous appeler mon colonel. Eh ben, écoutez, allez-y. Comme je me suis fait réformer, c'est peut-être la seule fois de ma vie où j'appellerai quelqu'un mon colonel. Alors, vous dites, avec l'État islamique, l'histoire renoue avec celle de la construction des grands empires. Aujourd'hui, effectivement, 80 nationalités sont mobilisées au sein des troupes de Daesh et 40 pays sont coalisés contre lui. On est bien déjà dans un conflit mondialisé. Oui, effectivement, à travers le nombre de pays impliqués, ça a une dimension mondiale. Alors, on a du mal à parler de Troisième Guerre mondiale, malgré le sujet qui est assez piquant, parce qu'évidemment, ça ne ressemble pas du tout à ce que nous, Français, nous connaissons, la Première et la Seconde Guerre mondiale. Déjà, il n'y a pas les Allemands. Voilà. Mais Daesh, il faut savoir que Daesh est présent à travers des mini-califats ou des califats un peu plus importants sur 5 continents sur 6. Il n'y a que l'Antarctique où vous n'avez pas de groupuscule de Daesh. Donc Daesh a vraiment une vision mondiale. Regardez la vague d'attentats ces derniers mois. Il y a un attentat islamiste par jour en ce moment dans le monde. Voilà. Ouais. Alors, Jacques Attali, est-ce que la Troisième Guerre mondiale a commencé? En tout cas, tout se met en place pour qu'elle commence. Je ne pense pas que ça soit le scénario le plus vraisemblable, même s'il est possible pour moi. Il y a d'autres scénarios qui sont vraisemblables, plus classiques. C'est l'affrontement de troupes russes et américaines, soit en Ukraine,
avec une tension à la frontière polonaise ou aux États baltes, soit avec un affrontement entre les Chinois et les Américains pour le contrôle des îles de la mer de Chine, qui par le jeu des alliances, dans les deux cas, entraînerait une guerre mondiale. L'affaire de Daesh, c'est totalement autre chose pour moi. C'est véritablement un conflit de tous les États, même les plus invraisemblables, contre une entité non étatique. Et je pense que cette guerre peut être gagnée autrement que par la guerre mondiale proprement dit. Ouais. Alors, la prochaine cible de Daesh, c'est la Libye, de toute évidence. La Libye, effectivement, c'est un objectif très intéressant pour Daesh, parce que les côtes libyennes se trouvent à 400 km de Malte. Ouais. Donc vraiment, Daesh a bien identifié le fait que l'afflux de réfugiés en Europe, regardez ce qui s'est passé à Cologne, ça déstabilise les sociétés européennes. Alors, vous dites dans votre bouquin un truc terrible, c'est un 11 septembre maritime où Daesh prendrait des bateaux de migrants en mettant des explosifs dans la cale, un djihadiste qui pilote, et quand ils arrivent dans les ports européens, ils font exploser le bateau. Oui, c'est effectivement un des plans que Daesh essaye de mettre en place aujourd'hui. Ça montre bien, encore une fois, le fait que Daesh, qui est à la fois un proto-État, c'est-à-dire une sorte d'État qui essaye de se constituer, a en même temps des équipes extrêmement imaginatives, qui essayent toujours d'avoir un coup d'avance. Et le coup d'avance, c'est pour nous terroriser et pour fracturer par la peur nos sociétés. Mais dans votre livre, vous parlez de l'Algérie. L'Algérie, ça peut devenir oui, compliqué, disons. C'est effectivement un pays d'une très grande fragilité, notamment à cause de l'effondrement du prix du pétrole. Ouais. Les Algériens ont acheté la paix sociale depuis les printemps arabes à coups de pétrodollars. Et là, vous avez un effondrement de cette recette. Et c'est un pays qui reste fragile, même s'il est traumatisé encore par la terrible guerre civile qui s'est déroulée à la fin du siècle précédent. Il y a quand même un truc qui est très inquiétant en ce moment, c'est l'opposition entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Là, c'est une poudrière, là. Oui, parce que c'est vraiment un affrontement structurel. Vous vous rappelez sans doute, il y a quelques années, quand des télégrammes diplomatiques avaient été rendus publics par Wikileaks, vous aviez une phrase du roi d'Arabie Saoudite à un président américain: dépêchez-vous de décapiter le serpent iranien. Donc il y a vraiment un antagonisme qui n'est pas nécessairement un antagonisme religieux entre chiites et sunnites, mais ce sont vraiment des stratégies de pouvoir qui s'affrontent. Et donc ça crée encore une fois des facteurs supplémentaires de tension et de guerre. C'est un endroit dangereux là, non ? On a eu tort, et je fais partie de ceux qui l'ont dénoncé le moment venu, on a eu tort de faire tomber les régimes laïques. Même si c'était des dictatures. Mais on a eu tort de faire tomber les régimes laïques, et les régimes laïques étaient des instruments de stabilité. Il vaut mieux avoir le Shah d'Iran que l'ayatollah Khomeini. Il vaudrait mieux avoir des démocraties dans tous les cas, mais quand on n'y arrive pas, il vaut mieux des dictatures laïques que des dictatures. Ça me fait plaisir. Bon. Et la Corée du Nord, alors, est-ce que c'est sérieux cette histoire de Corée du Nord, mon colonel ? Écoutez, oui, c'est sérieux parce que ça flanque la trouille à tous les pays du pourtour. Ouais. Vous avez déjà un certain nombre de pays, comme le Japon, qui sont très préoccupés par l'expansion chinoise. Ouais. Les Chinois ont complètement changé leur doctrine militaire. Ils deviennent militaristes, hein, les Chinois. Ouais, ils diminuent l'armée de terre et ils bâtissent une force navale de projection. Ils poldérisent un certain nombre d'îlots en mer de Chine méridionale. Et donc, quand vous rajoutez à ça Pyongyang qui fait péter, entre guillemets, ses pétards nucléaires, qui sont plus des, comment dirais-je, c'est une action, c'est une forme de gesticulation pour terroriser, pour essayer d'obtenir de l'aide humanitaire, mais aussi pour forcer les Américains à reconnaître la Corée du Nord, à dialoguer avec la Corée du Nord. Mais en fait, ils s'enferment dans un cercle vicieux, parce que les conséquences de ça, c'est plus de sanctions et plus d'enfermement, et donc plus de peur dans la région. Vous pensez que c'est un risque, la Chine, aujourd'hui, Jacques Attali ? De façon culturelle, profondément, dans l'histoire de la Chine, c'est pas un peuple conquérant. Mais on ne pouvait pas penser non plus que la Serbie était un danger, et l'engrenage de juillet 1918, avec ces îles artificielles qui peuvent être l'occasion d'un frôlement d'ailes de la marine, de l'aviation américaine et de l'aviation chinoise, peut entraîner une guerre, parce que des docteurs folamour ici ou là pourraient déclencher quelque chose que les politiques ne voudraient pas. Le monde est fou, 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 voyez-vous. Le monde est fou, 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 voyez-vous. Pierre Servan, merci d'avoir été avec nous. Extension du domaine de la guerre. Super bouquin. Jacques Attali, merci d'avoir été avec nous. Voilà, c'était la P2 de LCT. On se retrouve après la pub avec le zapping, Guillon et notre terrienne du samedi 20h. Ce soir, Victoire Masson d'Auxerre, ex-mannequin vedette. Elle nous racontera comment elle est tombée
dans l'anorexie, comment elle a failli mourir et comment elle s'en est sortie. Bonsoir les terriens, bonsoir les terriens. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Michel Bernier, Thomas Njijol, et nous accueillons notre terrienne du samedi 20h, ce soir, Victoire Masson-Dosserre. Victoire, bonsoir. Bonsoir. À l'âge de 17 ans, alors que vous faites du shopping avec votre maman, vous êtes repéré par un chasseur de mannequins et bientôt, vous défilez pour les plus grandes marques de haute couture du monde. Un seul problème, c'est que pour entrer dans les robes des défilés, c'est taille 32. Alors, votre histoire, vous la racontez dans un livre intitulé « Jamais assez maigre », publié aux éditions Les Arènes et à 20h dans Salut les terriens. Dans un instant, Stéphane Guillon, mais d'abord, le zapping. C'était le zapping. Jusqu'ici, tout allait bien. Mais voici Stéphane Guillon. Les vœux de François Hollande à la jeunesse ont coûté 250 000 € aux contribuables pour un discours de 29 minutes. Pour l'occasion, le président normal avait loué l'amphithéâtre de la Maison de la Radio et mobilisé un orchestre. C'est vrai que ça fait cher. 250 000 € pour des vœux de 29 minutes. Si je sais compter, ça fait 8 620 € la minute. Un SMIC toutes les 25 secondes. Et comme je parle lentement, une dizaine de mots par minute, ça fait 150 € le mot. Ah oui. Si je dis bonne année les jeunes, on est déjà à 600 €. Mais s'adresser à la jeunesse, Thierry Ardisson, ça n'a pas de prix. Je sais pas si vous avez remarqué, il a un petit geste depuis la rentrée. C'est quoi? On lui a demandé de bouger, oui. Donc il fait des petits mouvements comme ça, comme s'il jouait au tennis. C'est très curieux, c'est juste la main gauche. Regardez, vous verrez. Ouverture du premier centre anti-radicalisation, le CAPRI. Thérapie, groupe de parole, les jeunes en proie à la radicalisation pourront venir se faire désintoxiquer. S'il vous plaît, on s'assoit, on sort ses affaires, le cours démarre. Elle est où, Asnad? Jamila? Non, les filles, arrêtez de venir en burqa, je peux pas faire l'appel. Qui vient de balancer une pierre sur les filles? Ne ce sont pas des putes, Samy! C'est pas parce qu'elles viennent en cours que ce sont des putes. C'est la leçon d'hier, merde. J'ai vos copies, c'est lamentable. À la question, qu'est-ce que vous faites si votre épouse met du rouge à lèvres? Vous avez tous répondu. Premier avertissement, je la fouette. Deuxième, je la décapite. Non! On discute, pas avec les pieds. On peut discuter sans frapper avec les pieds. On l'a vu, ça aussi. Essayez de retenir vos leçons. Tu me ranges cette bonbonne. Bon, on va faire un exercice de relaxation. Ça va vous détendre. Et après, on reprend le cours. Je vais vous montrer plusieurs photos. Une salle de concert. 2 hommes qui s'embrassent. Et une kippa. Et vous restez calme. Le premier qui tire dans le plafond comme hier, il dégage. Ouais. En tout cas, un centre anti-radicalisation baptisé Capri. Il y a peut-être une chanson à écrire. Capri. Vous chantez avec moi, Michel? Ah oui. Musique. Plus jamais à Mossoul, à Raqqa, nous n'irons plus jamais instaurer le califat. Nous n'irons plus jamais égorger des impies.
nous n'irons plus jamais trucider des ethnies. Le riz, c'est fini, et dire que c'était l'état des tout premiers barbus. Le riz, c'est fini, et dire que j'ai buté mon tout premier chrétien. C'est lamentable. Bravo, bravo, bravo. C'est dommage parce que Michel Bernier était tranquille jusqu'à maintenant. Et là, il y a une fatwa sur elle. C'est idiot. Je sais pas ce que j'ai chanté. C'est pas du Hervé Villard? Non. Ah, bon. La société Eurotunnel inonde ses terrains aux abords de l'Eurostar pour empêcher les intrusions de migrants. Oh non, non, on les a déjà sauvés une fois en Méditerranée. S'il faut aller les repêcher une deuxième fois, on s'en sort plus. Le migrant, c'est plus fort que lui. Dès qu'il y a de l'eau, faut qu'il y aille. C'est con. Alors qu'il sait pas nager. On l'a vu à la télé. Tu vois, il est là, il panique, quoi. Non. C'est pas nager. Disparition de David Bowie, légende du rock, star internationale, planétaire. Même Fleur Pellerin connaissait son nom. Non. Incroyable. Michel Onfray, qui avait juré vouloir faire une cure médiatique, ne plus s'exprimer, sort de son silence pour s'attaquer à Cyril Hanouna, accusé selon lui de favoriser le djihadisme. D'après Onfray, vouloir ressembler à Yves Montand était moins déshonorant que vouloir ressembler à Hanouna. Il est donc logique que de nos jours, la Kalachnikov devienne le rêve ultime. Le philosophe Alain Finkielkraut a souhaité prendre la défense de l'animateur de D8. Dire, à l'instar de Michel Onfray, que l'émission de Cyril Hanouna serait une porte ouverte vers le djihadisme est saugrenu, abracadabrandesque et profondément dangereux. Je m'explique. Se balader à poil, s'asperger de différents produits, chanter des chansons paillardes n'est en aucun cas une réclame pour le djihadisme. Quand Cyril Hanouna chante, je cite les paroles, « Je me sens comme une couille dans un sloggy, détendu du sphincter. Quand il pète, il trouve son slip, il ne recrute pas pour Daesh. Quand il pète, il trouve son slip, ne veut pas dire quand il se fait exploser, il trouve son pantalon. Taisez-vous, je voudrais terminer. Ouais. Il ne me semble pas, n'en déplaise à Michel Onfray, que l'État islamique appelle ses ouailles, mes chéris, mes petites beautés, en se tapant sur les cuisses. Les fans de Cyril Hanouna ne ressemblent pas à des fans d'Al-Qaïda. J'en ai terminé, je quitte ce plateau. Ouais. On se retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr, on passe maintenant à notre terrienne du samedi 20h. Victoire, rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 27 mai 1992 à Paris, père ingénieur physicien en haute technologie, mère artiste plasticienne. Vous êtes scolarisé dans une école catholique où la règle numéro 1, c'est l'obéissance. Et comme vos parents le souhaitent, parce que vous êtes obéissante, chaque année, vous êtes classé dans les premières de la classe. Arrivé en terminale, vous postulez pour Sciences Po et Hippocagne, et puis le destin frappe. Le destin. Nous sommes en mai 2010. Vous faites du shopping avec votre mère dans le Marais
quand un petit homme noir... Non, mais tu cherches, Thierry. À chaque fois, tu... Non, mais... J'y peux rien. S'approche de vous et il vous dit tu n'as jamais pensé être mannequin? Je travaille pour Elite, appelle-moi, je peux faire de toi la prochaine Claudia Schiffer. Bon, vous vous sentez flatté? Tout à fait. Bah oui. C'est absolument pas ce à quoi je m'attendais, étant donné qu'effectivement j'étais focalisée sur les études et mes notes. J'avais jamais pensé à mon physique. Vous prenez rendez-vous avec le petit homme noir. Mais, excuse-moi, cet homme est noir ou il est petit, habillé en noir? Il est petit et noir. Mais pourquoi on l'appelle le petit homme noir? Je sais pas. Parce que c'est ce qu'il décrivait le mieux. À l'époque, je connaissais pas son prénom. Mais c'est un petit homme. Noir. Pourquoi dire qu'il est noir? Parce que j'aurais pu dire c'est un petit homme roux. Oui, mais ça, c'est une couleur de jeu. Enfin, ça rajoute à l'intrigue ou pas le fait qu'il soit noir? Non. Donc, on peut l'appeler le petit... Moi, pour moi, ça me gêne vraiment. Bon, attends, tu je te dis, on va l'appeler Seb. Oui, c'est son prénom. Voilà, allons-y. Et alors, à partir de là, tout va aller très vite. L'objectif, c'est la Fashion Week de New York, 8 semaines plus tard. Voilà. Alors, dès votre arrivée chez Elite, vous êtes prise en charge par Florence, spécialiste des top modèles. Elle vous mesure de la tête aux pieds et elle vous dit, pour les photos, 36, ça passe. Mais pour les défilés, ça sera plutôt 32, 34. Mais tu as 8 semaines. Oui, et donc ça voulait dire tu as le temps pour maigrir. Ouais. Ce qui est très insidieux dans la mode, c'est qu'on ne vous dit pas il faut que tu maigrisses. L'objectif, effectivement, c'est de passer de 58 kilos à 48 kilos. Alors, vous fixez comme objectif de perdre 1 kilo par semaine. Et chaque jour, au lieu de manger 3 repas, vous mangez 3 pommes. Bientôt, vous êtes à 51 kilos, à 89 de tours de fesses, on peut le dire, parce qu'ils appellent ça hanche, mais en fait, c'est fesses. Oui. Vous avez perdu 2 tailles de soutien-gorge. Vous n'avez plus vos règles. Non. L'objectif reste quand même 47 kilos et une taille 32. Donc, vous n'y êtes pas encore. Un soir, c'est l'anniversaire de mariage de vos parents. Votre père est un petit peu inquiet sur votre façon de vous nourrir. Il vous oblige à manger une assiette de légumes vapeur. Jusque-là, tout va bien. À peine l'avez-vous terminé, cette assiette, vous allez aux toilettes pour vous faire vomir. Oui, et je n'ai pas réussi parce que j'étais tellement angoissée d'avoir mangé un plat entier au lieu d'une seule pomme que je me suis dit il faut que j'élimine ça. Ouais. Et comme je n'ai pas réussi à vomir, j'ai pris des laxatifs. Et voilà. Quand vous arrivez à New York, vous êtes à 47 kilos. Vous faites une quinzaine de castings par jour sans manger. C'est quand même... Absolument, oui. C'est courir sans manger, finalement, d'être mannequin. Ouais. On passe d'un casting à l'autre et on ne peut littéralement rien manger. On en oublie finalement la faim. Et ça, c'est la spirale de l'anorexie aussi. On ne sent plus la faim, finalement. Et, il faut être honnête, cette expérience de défilé, vous décrivez ça quand même comme un shoot de drogue dure. C'est-à-dire la musique, les lumières, les flashs, les applaudissements. Vous aimez ça, Victoire? Ah oui, ça c'est exceptionnel. Les défilés, je comprends que ça fasse rêver parce qu'effectivement, il y a une adrénaline absolument incroyable. C'est galvanisant, quelque part. En fait, vous êtes entré dans une prison dorée. Oui. Voilà. Tout à fait. Alors là, évidemment, chez Elite, tout le monde vous félicite de votre poids, tout le monde vous applaudit. Mais vous avez honte, car vous savez que vous êtes à 49. Et 49, c'est trop pour entrer dans du 32. Et tout est un échec, c'est-à-dire que si vous prenez 1 gramme, si vous mangez un aliment en plus, c'est un échec, parce qu'il faut être dans le contrôle total. Et là, vous découvrez une nouvelle technique d'amaigrissement, les lavements. Oui, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les laxatifs ne marchaient plus, donc j'en prenais 2, puis 4, puis une tablette, puis 2 et tout le paquet. Et j'ai fini, du coup, par me faire des lavements. Tous les soirs. Ouais. Donc après les défilés, vous entamez la saison des shootings. Et là, vous découvrez un truc incroyable, c'est qu'on vous fait des photos, mais en fait, le gars, le photographe, vous photoshop. Parce qu'il ne vous trouve pas... Là, vous êtes photoshopé, là. Voilà. Oui, partout. C'est-à-dire que là, on m'a rajouté des joues, on a gommé les os de mon sternum, on a gommé les os de mon ventre, on m'a rajouté des cuisses. Voilà. Donc on nous rajoute les kilos qu'on nous interdit de prendre. C'est-à-dire pour les photos, on vous photoshop pour vous rendre plus pulpeuse. Absolument, ouais. Et puis un jour... Alors que vous vous déshabillez pour prendre un bain, votre mère vous regarde et vous dit « Mais enfin,
on dirait que tu sors d'un camp de concentration, quoi. J'étais en train de chercher tout le gras que je n'avais pas sur mon corps et j'étais désespérée parce que je me trouvais énorme et elle est littéralement tombée par terre en pleurant et en me disant « mais tu vas mourir, on dirait que tu sors d'un camp ». Et moi je lui répondais « mais tu ne vois pas que je suis énorme ». Donc c'était une incompréhension totale. À partir de là, vous avez beau faire partie du classement des 20 top modèles de l'année, on a beau vous proposer la couverture du magazine Vogue, ce qui est encore mieux, mais vous avez déjà lâché la rampe, vous faites des crises de boulimie. Chaque fois que votre agent vous appelle, vous foncez à la boulangerie, vous achetez des viennoiseries. Je ne faisais, oui, que manger. Effectivement, j'avais peur quand mon agent m'appelait, jusqu'à faire une tentative de suicide. Et voilà. Vous faites, Victoire, une tentative de suicide. Vous avalez plein de médocs. Heureusement, votre frère Léo entre dans la chambre et vous sort de là. Vous vous réveillez aux urgences. On vous a fait un lavement, mais cette fois de l'estomac. Le diagnostic est assez dur à ce moment-là. Hein. Déjà, pas de règles pendant 8 mois. Oui. Ensuite, des risques de stérilité. Ostéoporose. J'avais abîmé tout mon squelette, j'avais perdu la moitié de mes cheveux, j'avais abîmé mes dents, ma peau, enfin, toutes les carences sont monstrueuses. Quand vous sortez de la clinique, on vous appelle de New York, vous dites, mais attendez, je pèse 69 kilos, et la fille vous dit, c'est pas grave, c'est dans 3 mois. Absolument, donc le cycle recommençait, il ne lâche jamais de toute façon. Ouais. C'est pour ça que c'est extrêmement dur d'en sortir. Ouais. Aujourd'hui, ça va? Ça va. Vous faites du 38. Oui. Vous vivez à Londres. Vous croisez encore des petits hommes noirs? Oui. Bah non, des grands maintenant. Des grands, d'accord. Ça fait des années que je vous entends dire que toutes ces mannequins sont malheureuses. Ce soir, vous en avez la preuve. Il faut savoir que c'est ce monde-là qui culpabilise l'autre monde. C'est-à-dire qu'on fabrique du faux, c'est que du mensonge. Donc c'est magnifique que vous ayez le courage d'en parler, parce que c'est quand même que du mensonge. Quand on voit que vous êtes photoshopé, alors que vous êtes d'une minceur incroyable et d'une beauté incroyable, on se dit, mais c'est fou de ce qu'on arrive à mettre dans la tête des gens, et des femmes, et des jeunes filles, pour leur faire croire que c'est ça le bonheur. Et je suis sûre que c'est un bel exemple et qu'il faut que vous puissiez en parler très souvent, pour que les jeunes filles sachent ce que ça représente. Que vous êtes des objets, vous n'êtes pas des personnes. Exactement, bravo. Merci Michel. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi avec Michel Bernier, Jacques Attali, Thomas N'Gijol, Pierre Servant, Victoire Masson-Dauxerre. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Salut les Terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.